nous sommes actuellement devant le Crédit Agricole CIB. Et c'est aujourd'hui que nous allons savoir qui, de Grégoire ou de Daniel, va remporter l'opportunité unique offerte par le Crédit Agricole CIB. Pour les départager, 5 épreuves directement inspirées des réels processus de recrutement en finance de marché. Les 3 premières épreuves ont été le théâtre d'un affrontement sans merci. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Et on a maintenant potentiellement la question décisive. Les candidats vont s'affronter au cours de 2 ultimes épreuves, dont l'une se déroulera dans l'un des endroits les plus mythiques et les plus inaccessibles de la finance, la salle des marchés. Comme vous pouvez le voir, le temps tourne à l'orage et les 2 dernières épreuves promettent d'être électriques. Alors, qui des 2 candidats repartira avec l'opportunité offerte par le Crédit Agricole CIB et deviendra le grand gagnant de The Finance Games? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Je suis Ziad Yagoubi, plus connu sous le nom de Zarch, et bienvenue dans l'ultime épisode de The Finance Games. Pour cette 4e épreuve, nous accueillons Aïcha Ouergami, Head of Sales. Merci Aïcha d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Ziad et à toute l'équipe pour cette invitation. Alors, est-ce que ça te dit de lancer l'épreuve? Ça marche volontiers. Alors c'est l'épreuve macro-actualité et ça commence maintenant. Souvent, en finance de marché, nos métiers consistent à transformer une lecture de l'environnement macroéconomique en décision d'investissement, de couverture ou encore de financement. Dans nos métiers, il est très important de suivre toujours l'actualité géopolitique et de maîtriser les fondamentaux macroéconomiques. Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est exactement ce qu'on va vérifier dans cette épreuve. 3 manches, 3 sujets et un buzzer pour être le plus rapide à donner la bonne réponse. Les sujets seront culture générale financière, macroéconomie et actualité. Chaque bonne réponse leur apporte 2 points. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Ok, alors je vais vous lire la première question. Cet investisseur américain, né en 1930. Warren Buffett. Point pour Grégoire. Deuxième question, Aïcha, je te laisse la lire. Quel fonds spéculatif, conseillé par des prix Nobel, s'est effondré en 1900? Médaillon. Non. LTSM. Exactement. Ok, donc pour l'instant, on a Grégoire qui a 4 points. Tout reste à faire, hein, il reste pas mal de questions. Et on va enchaîner sur la 3e question. Cet économiste britannique, le plus influent du XXe siècle, soutenait... Smith. Non. Soutenait qu'en période de crise, l'État devait dépenser... Taylor. Non. Soutenait qu'en période de crise, l'État devait dépenser pour relancer l'économie. Il a donné son nom à toute une école de pensée encore enseignée aujourd'hui. Keynes. Oui. Purée, je les ai tous dit. Donc on a Grégoire qui prend l'avantage, hein, comme tu le vois, Aïcha, avec maintenant 6 points. Daniel, Ça va le faire. ça va le faire? Allez, c'est parti pour la 4e question. Une question assez courte. Quelle fleur a provoqué la première grande bulle spéculative? La rose. Non. La tulipe. Et c'est bien la tulipe. Bravo Daniel, tu reviens dans la partie. En septembre 2008, cette banque d'affaires vieille... Lehman Brothers. Et Daniel qui revient bien dans la partie avec une belle remontada. C'est parti pour la 6e question. Créée en 1966 par un économiste américain, plus tard récompensé par le prix Nobel. Médaillon. Non. Cet indicateur qui porte son nom, Renaissance. non, sert à savoir si un placement rapporte assez par rapport... Ratio de Sharpe. Exactement, bien joué Bien Grégoire. joué. On a Grégoire Je qui l'avais. est à une question de la victoire. Daniel, la pression, elle est à son maximum. Non, ça va, ça va. Ça va encore? Quel pourcentage Nvidia représente-t-il environ? 35. 7. On va accepter ta réponse, mais sache que normalement, lorsque tu buzzes une fois, on doit attendre un petit laps de temps avant de donner la 2e réponse. Alors, nous avons toujours Grégoire en tête, qui a une question de la victoire. Cette question peut être décisive. Alors c'est parti. Par qui est détenu Amundi? Warren Buffett. J'ai pas la réponse. Amundi. Crédit Agricole. Casa. Bah, c'est ça, non? Bravo. Messieurs, vous êtes à égalité. Cette question, elle peut être décisive. Donc concentrez-vous bien. Et Aïcha, je te laisse l'honneur sur cette dernière question. Lors du Covid, plusieurs équipes de trading qui s'occupaient de la couverture de produits structurés ont perdu des dizaines, voire des centaines de millions d'euros à cause d'une position longue Taux négatif. sur un paramètre donné. Quel est ce paramètre? Delta. Dividende. Ouais. Merci. Bien joué. Grégoire vient de gagner 10 points, tandis que Daniel, lui, a gagné 8 points. C'est donc Grégoire le grand gagnant, mais on a une manche 2, et cette manche va porter sur la macroéconomie. Donc c'est parti.
quelle relation lie le taux d'intérêt nominal, le taux réel et l'inflation? Formule de Taylor, c'est le taux nominal moins l'inflation, ça donne le taux réel. Non, faux. La relation de Fisher. Exactement. Très bien Grégoire, tu viens de marquer 2 points. C'est parti pour la deuxième question. Formulée à la fin des années 1950 à partir de données britanniques, cette courbe décrit une relation inverse à court terme. La courbe de Phillips. Exactement, quand le chômage baisse, l'inflation tend à accélérer et inversement, c'est bien la courbe de Phillips. Bien joué Grégoire. Formulée par un économiste de Stanford en 1993. Cette règle propose une formule simple pour fixer le taux directeur optimal d'une banque centrale en fonction de l'écart et de l'inflation. La formule de Taylor. Exactement. Tu reviens dans la partie avec 2 points et Grégoire est toujours en tête avec 4 points. Comment nomme-t-on la combinaison d'une forte inflation et d'une croissance en berne? La stagflation. Exactement. Grégoire qui monte donc à 6 points et qui prend l'avantage. 5e question. Que signale traditionnellement Une récession. Exactement. Que signale traditionnellement une courbe des taux inversée? Une récession. Bien joué. Alors on passe à la prochaine question. Daniel qui fait son grand retour dans la compétition. Quand les taux sont déjà au plancher et que l'économie a besoin d'air, une banque centrale peut... Acheter des obligations. Oui, mais le nom du mécanisme? Quantitative easing. Exactement. Grégoire, tu montes à 8 points. Bien joué. Daniel, tu es toujours à 4 points. Cette question peut être décisive. Si l'euro-dollar se déprécie, quel est l'impact sur les importations des pays européens? Les importations diminuent des pays européens. C'est-à-dire? Du coup, pour acheter dehors, ça revient plus cher maintenant. Bonne réponse. Daniel, tu gagnes 2 points. Et on passe à la question suivante. Quel indice constitue la principale mesure de l'inflation? Le CPI. Grégoire qui gagne encore cette manche. Bravo Grégoire. La macroéconomie semble avoir bien réussi à Grégoire. Et donc, on va passer à la 3e manche. Mais avant, un petit récapitulatif des points. Grégoire, tu es en tête avec 20 points. Daniel, tu es pas très loin, tu as 14 points. Tout reste jouable si tu fais un sans faute. On passe à la manche sur l'actualité financière. Qui a succédé à Jérôme Powell? Kevin Warsh. Très bonne réponse. Quelle banque centrale a mis fin en 2024 La banque japonaise, BOJ. Bravo. Bravo à sa politique de taux négatif après 17 ans. Bravo Daniel. Quel pays a créé en 2025 une réserve stratégique de Bitcoin? Le Salvador. Les États-Unis. Oui. Exactement. Bien joué Grégoire qui revient dans la partie. Après la pandémie et le choc énergétique lié à la guerre en Ukraine, l'inflation a culminé à des niveaux inédits. Ils ont baissé les taux. Depuis 40 ans dans les pays développés, dépassant souvent 8 à 10%, 10,8%. avant de refluer progressivement. En quelle année ce pic a-t-il eu lieu? 2022. Exactement. Quelle entreprise pétrolière détient le record? Total. Saudi Aramco. Oui. Bien joué. Détient le record de la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Alors on a Grégoire qui a 6 points, Daniel qui se fait distancer par 2 points. Tout reste encore possible sur cette 6e question. Quelle a été la dernière grande décision de la Fed? Ils ont augmenté les taux. Baisser les taux. Taux ont changé. Donc on a 2 points pour Daniel qui revient dans la partie. Quel est le niveau actuel de l'euro-dollar? 1,17. Réponse une validée. bonne réponse. Nous avons Daniel qui n'a jamais été aussi proche de la victoire. Quel est le niveau du taux à 10 ans américain? 4,35%. 4,5%. Grégoire, bien joué. On arrive à l'ultime et dernière question de cette manche. Quel est le plus haut sommet historique atteint par le Bitcoin? 620 000. On l'accepte. C'était 126 000 $. Bien joué à toi, Daniel. Tu gagnes cette dernière manche. On arrive à la fin de cette 4e épreuve. Mais avant de passer à la suite, Aïcha, j'avais une petite question pour toi. Oui. Est-ce que, selon toi, ce niveau est suffisant pour la salle des marchés? Alors, je pense qu'il y a un niveau de stress assez important, mais globalement, je pense qu'ils ont niveau, oui. Merci pour ton retour, Aïcha, et pour ta participation également. Maintenant, on va faire un petit récapitulatif des points. Grégoire, tu as marqué 28 points. Daniel, tu en as marqué 24. On peut voir que cette manche était très serrée. Avant de passer à l'épreuve 5, j'ai une petite surprise pour vous. Vous me suivez? Grégoire, Daniel, vous avez déjà été en salle des marchés? Jamais pour moi pas. Jamais non plus. Vous allez voir, ça fait quelque chose. Il faut savoir que la salle des marchés est un lieu très difficile d'accès.
Aujourd'hui, les candidats vont non seulement découvrir cet environnement, mais aussi échanger avec des professionnels pour en savoir plus sur leurs activités et peut-être même les ajouter à leur carnet d'adresses. Et oui, c'est aussi ça The Finance Games. Nos clients, ils ont tous des convictions, des projets ou des risques qu'ils ne veulent pas porter seuls. Ça peut être la hausse des taux, ça peut être la chute d'une devise, ça peut être la volatilité d'un marché. C'est là que nous, on entre en jeu. Le trader, il va proposer des outils pour prendre, ajuster ou transférer ces risques. Ça peut être des outils simples, un swap de taux, une option de change. Ça peut être des solutions plus sur mesure. Nous, en tant que trader obligations convertibles, on va gérer des risques actions, crédit, taux et toute la corrélation entre ces trois marchés. Finalement, c'est ça le métier de trader. C'est organiser le transfert de risques entre ceux qui veulent se protéger et ceux qui veulent les prendre. Et pour ça, on va donner un prix à toutes ces incertitudes. Le métier d'un sales, donc les gens qui nous entourent là, en fait, ils sont responsables de la relation avec le client. Ils s'occupent de l'onboarding du client, d'être sûr de pouvoir travailler entre les deux maisons dans le cadre réglementaire et juridique qui est approprié. Ensuite, vont pouvoir répondre aux requêtes du client, à la fois sur des demandes de pricing indicatif ou des appels d'offres fermes. Une fois que tous ces produits sont traités, il est censé aussi les suivre et être force de proposition et de proposer de nouvelles choses. Donc le sales en fin d'année, il est attendu sur le PNB qu'il a réalisé et puis aussi sur toute la partie qualitative qu'il apporte. Donc le service qu'il offre aux clients, à quel point il développe des choses pour l'activité, pour le business, pour l'équipe. Alors le rôle du structureur, c'est de concevoir des produits financiers sur mesure pour les clients de la banque. Pour cela, on va travailler en collaboration avec le trading et également la vente pour proposer des solutions qui répondent à la fois au profil de risque du client, au cadre réglementaire, mais également aux objectifs de rendement du client. Alors, c'est quoi vos sentiments ? Moi, je me sens très bien personnellement. Ouais, très bien aussi, content de découvrir la salle des marchés. Et en effet, on voit qu'on fait du PNL ici. C'est vrai, ça. C'est ça, camarade Grégoire, enchanté. Moi, je travaille en Delta One Equity, donc je travaille uniquement sur des dérivés linéaires qui ont pour sous-jacent des equity. Alors moi, je fais principalement des indices, mais ça pourrait être aussi des single stocks. Mais il y a un peu tout, il y a des futures, des forwards, des swaps, et tout ce qui a finalement une relation linéaire avec le sous-jacent. Je vous présente Myriam qui va gentiment répondre à vos questions. EGB, c'est Euro Government Bonds. Sur le trading EGBs, alors, source de revenus, c'est en général quand on essaie de traiter avec les clients, on essaie de prendre un peu de marge. Sauf que c'est très compliqué sur le marché EGB. Les risques principaux, tu as le risque de taux, tu as le risque de courbe, tu as le risque de pays. Donc notre rôle, c'est d'essayer de hedger au maximum ces risques et de faire en sorte de fournir la liquidité sur le marché aussi. Donc essayer de coter toute la journée un bid-ask aux clients. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de bruit sur les boîtes, etc. Pourquoi ? En fait, on est en communication toute la journée avec les brokers qui cotent du coup sur le marché. On est aussi en communication avec tous les sales à Madrid, à Londres. Le sales, il va te contacter, il va te demander un prix à l'achat ou à la vente et tu dois coter ça rapidement. Ça te permet aussi de rester un peu in touch avec le marché. Les bruits, ça m'a tué. Des bruits d'explosion de dinosaures, t'as entendu ? Ouais. Ça, enchanté. Internet, c'est une petite photo souvenir avec bien sûr. Vraiment. Quelle star. Une photo avec des PNL makers. Des X2007. Ok. Après justement avoir vu les traders, les sales et les structureurs, il nous manque un dernier métier, le quant. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'aller voir justement une quant qui va nous parler un petit peu de son métier. C'est parti. C'est à toi. Moi, je suis sur la partie data science, donc la partie machine learning au service des desks. Alors, je me permets, Oui. j'ai mon œil qui a glissé. J'ai vu un Jupyter Notebook. Ça me rappelle énormément de souvenirs. Je vois que c'est toujours d'actualité. Ou est-ce qu'il y a l'intelligence artificielle qui vient, elle aussi, écrire des lignes de code ? On va pas se le cacher, ça nous aide beaucoup. Bon, après, il faut savoir bien l'utiliser. Parfois, ça peut nous aider à passer d'un travail qui prend 4 heures, on le fait en une demi-heure. Mais par contre, aussi, parfois, on passe du temps à trouver l'erreur qu'il a glissée quand on n'a pas fait attention. Mais il y a beaucoup de tâches d'automatisation de code qui sont beaucoup plus facilitées avec GitHub. Il est temps de retourner à la compétition. Mais je suis vraiment content de leur avoir offert ce moment unique. Les voir autant passionnés par l'ambiance et les échanges donnent un vrai sens à The Finance Games. Ouais,
Ce qu'ils font, bien sûr. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié autant qu'eux cette immersion en salle des marchés, car c'est ici qu'aura lieu l'ultime épreuve. Grégoire, Daniel, félicitations pour votre parcours. Vous avez tous les deux été brillants, malgré la pression et la difficulté des différentes épreuves. Initialement, vous étiez 12, et je sais que les épreuves n'ont pas toujours été faciles. À travers cette compétition, vous représentez votre niveau, mais aussi et surtout, vous portez haut et fort les couleurs de votre école. C'est pourquoi, avant d'entamer cette dernière épreuve, on voulait vous rappeler que vous n'étiez pas seul en vous montrant cette petite vidéo. L'ENSA et Paris et moi-même en tant que directrice sommes très fiers de votre parcours aux Finance Games. Et maintenant, je vous souhaite personnellement force et courage pour cette grande finale. Donnez le maximum, profitez pleinement de l'expérience. Toute l'école est chaudement derrière vous. Ça fait chaud au cœur. Je suis très content de représenter mon école et je la remercie chaleureusement pour ses encouragements. Daniel, je suis très heureux de vous voir représenter les Sylves dans The Finance Games. C'est une belle illustration du niveau d'engagement et des compétences quantitatives que développent aujourd'hui les étudiants de la majeure ingénierie financière, qu'ils se destinent au métier des risques, de la modélisation ou des marchés financiers. Vos enseignants, ainsi que vos camarades de promotion, vous souhaitent beaucoup de réussite pour cette finale. Profitez pleinement de cette expérience et donnez le meilleur de vous-même. Ça fait extrêmement plaisir dans un premier temps. Je suis très fier de représenter mon école aujourd'hui. Il m'envoie de la force tous les jours, déjà depuis les épreuves précédentes. Et aujourd'hui, j'ai hâte de gagner la finale. Messieurs, il est temps de passer à l'épreuve finale et de découvrir les règles. Dans cette ultime épreuve, l'objectif des candidats sera d'être le premier à arriver jusqu'à la cloche en répondant correctement aux questions techniques. Au début du tour, un domaine est tiré au sort parmi sales, trading, structuring ou quant. À ce moment, le candidat décide s'il joue pour 1, 2 ou 3 paliers. L'expert du domaine tiré au sort lui soumet alors une question. Si le candidat répond correctement, il avance du nombre de paliers choisis. En revanche, si la réponse est incorrecte, il recule d'autant. Daniel, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Et j'ai pioché le jeton bleu, donc quant. Pour combien de paliers veux-tu jouer ? Je décide de jouer pour 3 paliers. Alors, moi, j'aimerais te poser la question sur la complexité. Donc, pour une recherche dichotomique dans un tableau trié de n éléments, c'est quoi la complexité ? Donc, pour une recherche binaire, donc dichotomique, la complexité, ça sera O log de n dans un code informatique. La réponse est correcte. Bien joué, bonne réponse. Je t'invite donc à avancer de 3 paliers. Grégoire, pour combien de paliers veux-tu jouer ? Je vais décider de jouer pour 3 points. Structuring. Bonjour Grégoire, tu cherches à structurer un autocall avec capital à risque avec un PDI à 50%. Parmi ta gamme d'indices propriétaires, quelles sont les caractéristiques qui vont te permettre d'avoir le coupon le plus attractif ? Pour avoir le coupon le plus haut possible, il faut choisir un indice qui pourrait avoir beaucoup de volatilité pour permettre à l'acheteur de l'autocall de bénéficier d'un coupon plus élevé. Pour moi, la réponse est incomplète. Il aurait fallu ajouter également les autres paramètres de pricing, que sont par exemple les dividendes, que tu n'as pas mentionné dans ta réponse. Donc la réponse est donc incomplète. On va passer à Daniel. Ok Daniel, c'est parti. On a une question en structuration. Tu veux jouer pour combien de points ? Je vais jouer pour 2 points. Question pour toi. Comment se décompose un produit de participation à capital garanti ? Donc, un produit de participation à capital garanti se compose d'une partie obligataire et d'une partie optionnelle. Donc, on prend l'exemple le plus simple qui existe. Puisqu'on veut un capital garanti à 100%, on va le composer d'un 0 coupon. Et avec le restant, on va dire, du bénéfice qu'on va dégager du 0 coupon, on va pouvoir avoir une partie optionnelle qui va pouvoir dégager plus de rendement potentiel. La réponse est presque complète, mais je te laisse apporter des détails, notamment peut-être sur les potentiels risques associés à ces produits. Le potentiel risque ici associé au produit, ce serait un risque, on va dire, de l'émetteur dans le 0 coupon, donc qu'il ne puisse pas honorer, on va dire, la dette, et donc il y a ce risque-là. Très bien, c'est la réponse que j'attendais, c'est validé pour moi. Félicitations. Merci William, et bien joué à toi Daniel. Je t'invite à t'approcher de 2 paliers encore. Donc, c'est une question de trading. Pour combien de points tu veux jouer, Grégoire ? Pour 3 paliers.
Tu as 2 traders qui achètent le même put européen sur le même sous-jacent, au même strike et au même prix de marché. La seule différence, c'est que le premier trader, il vit dans un monde de taux à 1% et que le deuxième trader, il vit dans un monde de taux à 10%. Tu préfères être quel trader ? J'ai acheté les puts ou je les ai vendus? Tu as acheté les puts. J'ai acheté les puts, je préfère être le trader à 1%. Exactement, c'est une bonne réponse. Bravo Grégoire, tu peux t'avancer de 3 paliers. Daniel, je te demande pour combien de points tu veux jouer? Je vais jouer pour 3 points. C'est un choix risqué, mais assumé. En tout cas, Aïcha, je t'invite à venir poser ta question. Là, tu es face à un client très prudent, très averse au risque et qui est OK pour faire du produit structuré, à condition que ce soit du produit structuré avec une garantie en capital à 100%. Donc il dit partons sur ça. Qu'est-ce que tu lui expliques quand même? C'est quelqu'un qui est dans la finance un petit peu de base? Pas du tout. Donc le produit à capital garanti que je lui proposerais, ça serait donc un 0 coupon avec donc une partie optionnelle que j'ajouterais pour dégager potentiellement plus de rendement. Dans ce cas-là, son capital sera garanti, mais il existe quand même un risque qui est le risque de défaut, on va dire, de l'émetteur. Donc si c'est un client très averse au risque, qui a très peur du risque, etc., je viserai du coup les obligations souveraines très bien notées pour réduire le plus possible ce risque de défaut. Et tout en lui expliquant ce que c'est le risque de défaut. Et ensuite, je peux potentiellement lui ajouter une partie optionnelle qui peut lui permettre de dégager plus de rendement tout en protégeant son capital initial. Cette garantie en capital, elle a lieu quand? Cette garantie en capital, elle a lieu lors de à échéance du produit. Et du coup, à échéance du produit, il recevra son capital garanti avec potentiellement du rendement dégagé dû à la partie optionnelle. La réponse n'est pas tout à fait structurée, mais il y a l'essentiel. Donc là, on veut souligner l'importance du risque de défaut de l'émetteur et que ça ne veut pas dire qu'en cours de vie, la valorisation du produit sera, elle, toujours à 100%. Donc tu acceptes la réponse? J'accepte. Merci Aïcha. Tu peux t'avancer, Daniel, de 3 points. Bien joué à toi. Tu es à 2 paliers de la victoire. Grégoire, c'est à toi de jouer, rien n'est encore perdu. Pour combien de points tu veux jouer? Eh bien là, Daniel se rapproche des 10 paliers, donc je suis obligé de jouer pour 3 points. Samy, je te laisse poser ta question pour 3 points. Alors, question pour 3 points. Je vais te donner quelques affirmations et tu vas essayer de démêler le vrai du faux. Les EMTN sont des CLN, certaines CLN sont des EMTN, toutes les CLN sont des EMTN. Est-ce que je peux avoir la définition des acronymes de EMTN? Bien sûr que non. Alors tu peux me dire, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un EMTN? Et est-ce que c'est que tu sais ce qu'est une CLN? Credit Linked Note. Voilà. EMTN, si tu veux, c'est, sans te donner trop la réponse, c'est une note générique, qu'on appelle programmatique, c'est-à-dire standard, qui sert aux émissions de produits, essentiellement aux émissions de produits structurés. Bien, je dirais que toutes les CLN sont des EMTN, puisque ça reste des notes, donc elles rentrent dans la case des notes standardisées. Par contre, toutes les EMTN ne sont pas liées au crédit, donc les deux ne sont pas égaux. C'est pas un mauvais raisonnement, mais c'est pas une bonne réponse. En fait, tu n'étais pas loin malgré tout, mais il faut savoir ce que c'est lorsqu'on fait de la structuration, ce qu'on appelle le wrapper, c'est-à-dire l'enveloppe juridique EMTN, parce que c'est vraiment la plus standard qui soit. Celle qui permet d'émettre de la dette pour les institutions financières. Ça, c'est la première chose qui était partie intégrante de cette question-là. En revanche, ton raisonnement n'est pas complètement faux, effectivement. Dans les EMTN, on peut avoir toutes les catégories d'actifs, de l'hybride aux produits matières premières, aux produits de taux. Mais j'attendais de toi d'avoir ces éléments de culture. Samy invalide ta réponse, donc je t'invite malheureusement à reculer de 3 points. Daniel, c'est peut-être la dernière question. Je te pose une question dont j'ai peut-être la réponse. Pour combien de paliers tu veux jouer? Puisqu'il me reste 2 paliers pour gagner cette épreuve, je vais jouer pour 2 paliers. Donc tu es long 10 millions de dollars de gamma cash sur un sous-jacent qui cote 16 de vol. Combien tu payes de tête à jour? Je dirais qu'on perd moins 0,5 en tête à jour. Tu peux me donner la formule? J'ai fait 0,4 divisé par... donc 0,4 x 2 divisé par 0,16, ça me donne 0,5. C'est faux. Donc la réponse c'est... Donc θ day c'est 1 sur 2 fois gamma cash fois 100 fois sigma au carré divisé par 252. Et ça donne 50K $. Malheureusement, Daniel, je t'invite à reculer de 2 paliers.
Et merci Myriam pour cette question. Grégoire, pour combien de paliers tu veux jouer? Pour 3 paliers. Ok, sur un autocall worst of de 3 sous-jacents, quel est le sens de ta corrélation? Moi, je suis long de cet autocall. Oui. Je suis long de cet autocall, donc je vais vouloir que mon sous-jacent performe le plus, c'est-à-dire je veux diminuer l'effet du worst of. Donc pour diminuer l'effet du worst of, je suis long corrélation. La réponse est complète. Ok. Bravo Grégoire, tu gagnes 3 points, tu te remets dans la compétition. C'est à ton tour Daniel. Pour combien de paliers tu veux jouer? Pour 2 paliers. C'est parti. Tu as vendu un TRS sur une action américaine, tu payes la performance et tu reçois s'offre plus 10. Et pour te hedger ton delta, tu as acheté un futur de même maturité sur le même sous-jacent. Ok. Quels sont tes risques résiduels? Sur les divs, pas de sensibilité sur les divs, on est neutre. Puisqu'en fait, puisqu'on est long de l'action et qu'on paye performance plus div, en fait, quand on est long d'action, donc du coup... T'es long d'un futur. On est long d'un futur, excusez-moi. Puisqu'on est long d'un futur, les dividendes vont impacter le prix du futur, du coup. Et dans le total return swap, on va devoir payer la performance plus le dividende. Du coup, dans notre cas, on va payer plus de dividendes et notre forward va perdre de la valeur à cause de ces dividendes-là. On dirait short div. C'est l'un des risques qu'il y a sur le TRS. Il y en a encore un autre? You tell me. Et donc le risque de div et il y a En fait, il y a potentiellement sur le TRS, potentiellement le risque que la contrepartie nous livre pas donc le strike demandé. Donc je dirais qu'il y a ce risque qui peut exister dans le TRS aussi. Disons que tu en as 2 sur 3 parce qu'en réalité, tu as un risque de taux. Si tu arrives à m'expliquer pourquoi il y a un risque de taux, je te valide la question et sinon, malheureusement, je vais devoir l'invalider. Ok. Donc on est long forward, du coup on est potentiellement long taux dû juste à la formule du forward. On a un risque de taux puisqu'on reçoit le SOFR. On reçoit le SOFR et que le taux impacte directement le prix forward. Non, malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Le taux SOFR est un taux flottant. Donc t'as pas de sensibilité parce que si les taux augmentent, tu vas avoir ta patte receveuse qui va augmenter aussi. Alors que sur le futur, là, tu fixes un taux quand tu calcules ton prix de futur. Ouais. Et donc si les taux bougent par rapport à ton anticipation de taux, là, tu vas avoir du PNL. Désolé Daniel, on va devoir te demander de reculer de 2 paliers. Et merci Meryl pour ces éléments de réponse. Grégoire, Daniel, vous êtes au coude à coude. Mais avant d'appeler Myriam qui te posera une question de quant, pour combien de points tu veux jouer? Je veux jouer pour 3 points. On est sur un problème d'algo. Donc, étant donné un tableau d'entiers et un entier target, est-ce que c'est possible de me donner un algorithme qui renvoie les indices des 2 nombres dont la somme est égale à la target? Exemple, si la target est 100, renvoyez les indices de x et y tels que x plus y égale à 100. On cherche une solution optimale avec une complexité en O de n. Tout d'abord, on cherche une complexité en O de n. Donc ça veut dire qu'au maximum, je ne peux parcourir la liste qu'une seule fois. Donc pour cela, je vais utiliser un dictionnaire. Je vais parcourir la liste. À chaque nouvel indice, je regarde dans mon dictionnaire si j'ai stocké une valeur à la clé 100-x ou target -x. Si c'est le cas, alors c'est bon, j'ai ma somme. Si ce n'est pas le cas, moi je stocke une valeur à cette clé. Et ensuite, comme ça, en parcourant la liste, au moment où je tomberai sur un indice tel que la clé target -x est déjà dans le dictionnaire, eh ben je saurai que la somme des 2 fait bien la target sans avoir à parcourir ma liste plusieurs fois. Grégoire, c'est correct. Et maintenant, on a un renversement de situation. Grégoire, tu es pas très loin de la victoire de cette épreuve. Daniel, tu es juste derrière. Donc Daniel? Pour 3 paliers. Daniel, est-ce que tu peux m'expliquer les mécanismes d'une reverse convertible et en quoi ce produit est vendeur de volatilité? Le mécanisme, c'est si on se retrouve au-dessus d'une barrière préétablie. Donc à échéance, ce qui se passe, c'est que si on est au-dessus de la barrière, on reçoit
son coupon et la performance dégagée par le sous-jacent. Si on est en dessous de la barrière, on subit la perte du sous-jacent, mais on reçoit quand même le coupon. Malheureusement, je ne peux pas l'accepter. Merci Aïcha. Daniel, malheureusement, je t'invite à reculer de 3 paliers. Grégoire, combien de paliers tu veux y attribuer? Pour 3 points. Est-ce que vous pouvez me donner la différence entre une régression et une classification et les métriques pour une classification? Alors pour une régression, on va essayer de prédire une variable dans R à l'aide de plusieurs covariables, tandis que pour une classification, on va essayer de prédire un label. Donc ça peut être une classification binaire 0-1 ou une classification rangée, la nouvelle observation, dans une des catégories. Pour évaluer les performances d'un modèle de classification, on peut utiliser des métriques comme l'air sous la courbe, par exemple. Sur quelle courbe? Sous la courbe, avec en abscisse la courbe de recall, les true positives et les false positives. Ouais. Et ensuite, on regarde l'air sous cette courbe et ça nous donne une métrique. Si l'air sous la courbe vaut 0,5, alors le classificateur est aléatoire. Il a la même performance qu'un classificateur aléatoire. Et si on tend vers 1, il est parfait. Oui, je peux accepter cette réponse. Et je t'invite donc à t'avancer de 3 paliers. L'issue de cette épreuve s'est inversée. Daniel, combien de paliers souhaites-tu y consacrer? 3 paliers. Alors il y a un produit qu'on aime bien en structuration qui est le Call Open Out Rebate. Concrètement, quelles sont les options que tu prends pour pouvoir vendre à un client un Call Open Out Rebate? En fait, on sait qu'un Call Open Out plus un Call Open In, c'est égal à un Call Vanille classique. Et du coup, si on isole le Call Open Out, c'est comme avoir un Call Vanille et vendre un Call Open In. Et est-ce que c'est ça la question? Oui, mais c'est pas ça la réponse. En fait, vous demandez pas les sensibilités ici, c'est comment on le vend au client. Non, simplement, comment tu peux, alors pas répliquer, puisqu'on n'est pas en trading ici, mais quel type d'option tu as pour former le payoff d'un Call Open Out Rebate? Quelle combinaison d'options, pour le dire encore plus trivialement? Dire l'option Call Open Out, mais... Bon alors, c'est dommage parce que tu étais vraiment pas loin en comprenant le mécanisme. Donc Call Open Out, à la barrière de désactivation, il faut que tu actives un coupon inconditionnel. D'accord? Donc tu as une binaire Open In qui s'active, qui a un montant, et ensuite, point, il n'y a pas d'autre mécanisme, c'était relativement simple. Alors merci Samy pour la question. Malheureusement Daniel, je vais t'inviter à reculer de 1 palier. Et on a maintenant potentiellement la question décisive. Grégoire, combien de paliers tu veux y consacrer? Pour 1 point. Bonjour Grégoire, t'es près du but. Tu es long d'une option que tu vas delta hedger tous les jours sur une maturité donnée. Tu achètes cette option sur un niveau de volatilité implicite de 20 et au niveau de la maturité, la vol a réalisé à 30 annualisé. Est-ce que tu es sûr d'avoir gagné de l'argent? Bien non, je ne suis pas sûr d'avoir gagné de l'argent. En effet, bien qu'en étant long d'une option, je suis long gamma, je vais gagner de l'argent quand le sous-jacent va faire des grands mouvements, c'est-à-dire quand la vol réalisée est au-dessus de la vol implicite. En réalité, la formule de PNL est path dependent, c'est-à-dire qu'elle dépend du chemin du sous-jacent. C'est pas parce que je termine avec une vol réalisée au-dessus de la vol implicite que j'ai nécessairement gagné de l'argent. Oui, c'est une bonne réponse. Bravo Grégoire. Alors bravo Grégoire, je t'invite à avancer d'1 palier et je te félicite. Grégoire, je t'invite à avancer. Merci Yann pour ta participation. Félicitations Grégoire, tu as remporté cette épreuve. À l'époque où les salles des marchés n'étaient pas encore digitalisées, on sonnait la cloche qui est derrière moi pour marquer l'ouverture et la fermeture des marchés financiers. En remportant cette dernière épreuve, Grégoire, tu viens de gagner le droit, le privilège même, de faire résonner cette cloche une dernière fois dans la salle des marchés. Toutefois, nous ne connaissons pas encore le grand gagnant de The Finance Games, car volontairement, nous n'avons pas dévoilé le système de notation de cette dernière épreuve. Il est maintenant l'heure de révéler le score final. Messieurs, merci d'avoir participé à cette première édition de The Finance Games. Au cours des épreuves, on vous a vu évoluer. Et ce qui est certain, c'est que vous êtes 2 candidats remarquables et très brillants. Daniel,
tu noues facilement le contact avec les gens que tu rencontres. Et je pense que ta polyvalence peut faire de toi le grand gagnant de cette finale. Grégoire, tu te démarques surtout par ton côté très quantitatif et de très bonnes connaissances en mathématiques. Je pense vraiment que cette spécialisation peut faire de toi le grand gagnant de cette finale. Maintenant, vous le savez, il n'y aura qu'un seul vainqueur. J'ai devant moi le carton d'invitation de la précieuse opportunité offerte par le Crédit Agricole CIB. Je devais leur obtenir une opportunité qui corresponde à leurs objectifs professionnels. Daniel, toi tu recherches une alternance, dès à présent. Et toi Grégoire, tu t'envoles pour Oxford et tu ne reviens qu'en 2027. C'est pourquoi, après avoir échangé avec le Crédit Agricole CIB, j'ai décidé de leur offrir un entretien avec la responsable de la salle des marchés de Paris. Lors de ce moment privilégié, le grand gagnant pourra lui exposer ses besoins et trouver avec elle l'offre qui lui convient le plus. Maintenant, il est temps de vous révéler qui de vous deux a gagné la grande finale de The Finance Games. Et pour ça, je vous remets une enveloppe contenant votre score. Daniel, je vais commencer par toi. Je te laisse l'ouvrir. Daniel, tu as marqué 120 points au cours de cette épreuve. Grégoire, je te laisse découvrir ton score. Avec 173 points, Grégoire, tu es le grand gagnant de The Finance Games. Je te remets l'invitation du Crédit Agricole CIB. Bravo. Merci beaucoup. Ainsi que le bracelet du grand gagnant de The Finance Games. Je t'invite à t'approcher. Tu es maintenant le porteur du bracelet de The Finance Games. Daniel, je veux te féliciter. Bravo pour ton parcours. Bravo à tous les candidats qui ont participé à The Finance Games. Et surtout, bravo Grégoire pour être le grand gagnant de The Finance Games. Et merci à vous pour votre fidélité lors de la première saison de The Finance Games. Et moi, je vous dis à très très vite pour la deuxième saison de The Finance Games. Je veux commencer par féliciter Daniel. En effet, sans lui, je ne serais peut-être pas présent en finale. On a livré une vraie bataille. Les scores étaient très serrés jusqu'à la fin et je suis très content d'avoir pu me battre à ses côtés. Je suis un compétiteur, donc évidemment un peu déçu d'être arrivé deuxième, mais très fier d'avoir parcouru toutes ces étapes, toutes ces épreuves. Je pense qu'on a fourni de très belles performances, Grégoire et moi. Ça s'est vu à travers les différentes épreuves. On était souvent au coude à coude et je voulais féliciter Grégoire aussi pour cette victoire. Tout comme Daniel, j'ai l'esprit de compétition. C'est pourquoi je suis très content de sortir vainqueur de cette épreuve. C'est une fierté d'avoir pu passer toutes ces étapes. Pour parler de l'expérience générale de Finance Games et ce que m'a apporté cette émission, je dirais tout d'abord un réseau très enrichissant et très solide. J'ai pu rencontrer des professionnels du domaine, j'ai pu rencontrer de formidables candidats avec qui j'échange encore aujourd'hui. Le fait d'avoir rencontré des professionnels, d'avoir visité une salle de marché a renforcé mon envie de rejoindre la finance de marché et m'a beaucoup appris sur le domaine. J'ai beaucoup appris, j'ai pu rencontrer beaucoup de professionnels du secteur. J'ai pu vivre cette expérience au cœur des marchés financiers et ça n'a fait que renforcer mon envie d'en faire mon métier. J'ai pensé The Finance Games avec une triple utilité. Rendre le milieu de la finance plus accessible, offrir aux candidats une opportunité unique de se challenger, mais surtout apporter du divertissement dans un domaine connu pour son sérieux. Je tiens à préciser que tous les candidats dans The Finance Games ont été récompensés. Les perdants du premier tour ont reçu une gratification de 500 €, tandis que les candidats du second tour ont reçu une gratification de 750 €. Et Daniel, le finaliste, a reçu une gratification de 1000 €. En parallèle, tous les candidats se sont vus offrir la formation Derivatives d'une valeur de 850 € afin de préparer efficacement leurs entretiens en finance de marché. Évidemment, on a voulu marquer le coup pour le grand gagnant en lui offrant une opportunité professionnelle unique au sein du Crédit Agricole CIB. Je suis honoré de pouvoir rencontrer la responsable de la salle des marchés de Paris et j'ai très hâte de pouvoir échanger sur une opportunité pour 2027. Je remercie d'ailleurs personnellement le Crédit Agricole CIB de nous avoir fait confiance sur ce projet. C'est la toute première fois que l'on voit ce genre de partenariat sur YouTube, donc merci à eux et je vous dis à très vite pour une saison 2 encore plus grandiose.